Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Richard Folny, que je vais laisser se présenter en quelques mots. Bonjour Richard. Bonjour. Mais voilà, je suis Richard Folny, je suis pratiquant de Nyon Taijitsu depuis 1988. J'ai commencé le judo en 1975 parce que mes parents me disaient que j'étais un petit peu toujours sur la brèche, donc ils ont voulu me canaliser un petit peu. Donc j'ai commencé le judo, j'avais 5 ans. Et puis depuis, je me suis jamais arrêté de pratiquer. Voilà, j'ai travaillé les box pieds-poings à Biarritz Impact et je suis aussi ceinture noire de Yosekan Budo. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver Richard à son club à Saint-Jean-de-Luz où il enseigne le Nihon Taijutsu. Vous pouvez aussi retrouver ses articles dans Yashima où il est un contributeur régulier. Et puis, il a de nombreux autres projets, donc vous inquiétez pas, on vous glissera quelques mots dans l'interview. Aujourd'hui, on va parler avec Richard. Alors, il pourrait nous parler de beaucoup de choses. Et si vous souhaitez d'autres interviews avec lui, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire. Mais on a décidé de mettre l'accent sur la fluidité dans cette interview. Tout simplement parce que je trouve que ça s'inclut très bien dans le travail, enfin dans les deux, avec les deux autres interviews qu'on a faites de Xavier Duval et Alexandre Gresgorsik, qui sont publiées les semaines précédentes. Tout simple, voilà, je trouve qu'ils ont un travail qui est en synergie et je pense qu'on va avoir beaucoup à apprendre de Richard à travers cette interview. Est-ce que quand je regarde ton travail, tu es quelqu'un de très fluide. Est-ce que tu cherches à travailler cette fluidité ou est-ce qu'elle découle simplement de ton travail sans que tu te focalises dessus? Alors, au début, je me rendais pas compte de cette fluidité, mais là, je passe un petit coucou à mon professeur de Yosekan qui s'appelle José Pérez, et en fait, qui m'a dit que pour que les techniques elles deviennent efficaces, il fallait qu'elles soient beaucoup plus rondes que ce que je travaillais avant. Parce que bon, c'est vrai il me semblait avoir une forme de corps un peu rigide et tout, et je me rends pas compte en fait de cette fluidité. Mais c'est quelque chose que je travaille. Oui, oui, c'est vraiment un de mes objectifs de ma pratique. Parce qu'après, quand on regarde les trois étapes de développement des arts martiaux, c'est le shu, le ha et le ri. Et donc, voilà, le but, c'est d'arriver à ri, bien sûr, mais il faut déjà avoir acquis une bonne base technique. Alors, je pense qu'il faut quand même savoir ce qu'est la fluidité. Parce que quand on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est la capacité qu'a une matière à s'écouler plus ou moins facilement. C'est ça, en fait, la définition de la fluidité. Mm. Alors après, comment on peut le comprendre pour les arts martiaux? Là, c'est quand même quelque chose qui devient compliqué. Mais oui, c'est effectivement un de mes buts de ma pratique. D'accord. Alors, je rebondis sur ce que tu disais justement sur le chou A et I. Ça fait écho un peu à ton article que tu as pu écrire dans les e-books d'experts. Vous pouvez télécharger gratuitement juste en dessous. Ah Richard est oui, un des contributeurs et il a fait un article de très grande qualité et ça fait écho. Je n'irai pas plus loin. Allez le lire, c'est passionnant. Mais merci, voilà, merci pour ta contribution d'ailleurs. avec Euh, plaisir. donc justement, comment tu le comprends, toi, la fluidité dans la pratique martiale? Alors après, pour ceux qui ont l'habitude de lire, parce que moi je suis un grand lecteur et j'essaie de me renseigner vraiment beaucoup, il y a un ouvrage de Jean-Lucien Jazarin qui s'appelle Le Judo École de vie, ça c'en est un, et l'autre qui s'appelle Entretien avec mon maître. Et moi j'avais commencé la lecture dans les années 90, quand j'avais commencé le Nyon Tajitsu, et ces livres m'avaient fortement impressionné. Et là, depuis, je pense que je dois être à ma huitième ou neuvième relecture. Moi j'appelle ça des livres à vivre. Et donc, à un moment, Jean-Lucien Jazarin, qui était le président du Collège des Ceintures Noires, il part souvent du triptyque Shingitai Ichi. Mm. Ça veut dire le corps, la technique et l'esprit en même temps. Donc, en fait, moi, cette fluidité, j'essaie de la travailler à chaque fois sur ces trois pôles. Parce qu'en fait, dans notre vie, on se rend compte que souvent, on nourrit notre intellect. Et en fait, on fonctionne sur plusieurs centres. Un centre émotionnel et aussi un centre physique. Mm. Et là, si tu veux, on rentre un petit peu dans l'ésotérisme, les trois cercles. Et donc, le cercle exotérique, c'est le cercle qui est le plus à l'extérieur. C'est celui des gens, entre guillemets, qui font pas forcément un travail sur eux. Mais dans ce cercle, il y a aussi ceux qui font un travail sur eux. Ensuite, on rentre dans le cercle mésotérique. C'est le cercle du milieu. C'est le cercle des gens qui vont avoir accès à une certaine connaissance parce que justement, ils ont forgé le corps, ils ont forgé l'esprit, ils ont forgé la technique. Et à l'intérieur, on a le cercle qui est ésotérique. C'est vraiment la poignée d'initiés qui sont, entre guillemets, les détenteurs de la connaissance, si tu veux. Mais
il faut vraiment, je pense, pour cette fluidité, avoir une vision holistique de l'individu. C'est-à-dire, il faut vraiment, enfin, ce que je dis là, ça n'engage que moi, hein, attention. Hein, c'est ma façon de travailler. Je le travaille sur la partie technique, sur la partie corporelle et aussi sur la partie de l'esprit. C'est très, très important. Parce que les sensei japonais disent qu'on devient un individu accompli quand on a au moins 2 centres qui sont fortement développés. D'accord. C'est intéressant, j'avais jamais entendu justement la dernière phrase des sensei japonais, qu'il fallait avoir au moins 2 centres développés. Mais je te rejoins, merci pour ces 3 points, hein. Nous, on a monté justement ce blog sur préparation physique et mentale pour ça, parce que c'est important de trouver ces points. Mais comment, du coup, tu fais le lien justement entre tout ça pour que ce soit fluide? Comment tu vas lier tout ça? Alors, au départ, bien évidemment, hein, quand on commence la pratique des arts martiaux, le corps, il peut éventuellement être fort ou pas. La technique, elle est quasiment inexistante. Et après, on peut éventuellement aussi avoir fait forger un esprit qui est fort ou pas, selon notre vécu, si on a déjà pratiqué un autre sport ou pas. Alors déjà, la fluidité corporelle, je pense que pour que l'énergie, elle passe correctement, il faut pas qu'il y ait de point d'accroche de la tête aux pieds. Et donc, régulièrement, c'est-à-dire tous les jours maintenant, depuis que j'ai rencontré le sensei Paolo Bolafio, qui est un maître italien qui est vraiment exceptionnel. Il y a peu de gens qui m'ont impressionné dans les arts martiaux, mais là, lui, il m'a vraiment impressionné, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui plafonne dans les hautes sphères de la connaissance. Il a un vécu fabuleux et chaque fois qu'on discute avec lui, déjà, en allant le chercher à la gare, ou en le ramenant au dojo, déjà, le mec, il donne une leçon, si tu veux. Déjà, avant de commencer, déjà, t'en as pris plein. Et donc, il nous avait donné des séries d'étirements que tu travailles à chaque fois par série de 3 et qui permettent justement d'étirer les chaînes musculaires qui vont permettre cette fluidité et laisser passer l'énergie de la tête aux pieds ou des mains jusqu'aux jambes selon qu'on travaille coup de pied ou projection, etc. Mhm. Et là, ça commence par ça. En fait, c'est supprimer tous les petits points d'accroche qui peuvent empêcher enfin, quand je dis l'énergie, c'est un terme générique qui regroupe en fait plein de choses, hein. C'est-à-dire que si à un moment je frotte mes mains, ça chauffe. Donc là, j'ai fabriqué de l'énergie calorifique, mais en fait, c'est laisser passer le mouvement. Mhm. Ça, c'est la première partie. C'est sur la partie corporelle, en fait. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie technique. C'est comment je fais pour aligner correctement mes segments, des pieds jusqu'aux mains, pour que la technique elle devienne fluide et justement que ça puisse générer de l'énergie sans qu'elle soit stoppée quelque part à l'intérieur du corps. Sachant que c'est assez compliqué parce que quand on frappe un coup de poing, par exemple, là, au bout de la moitié ou des 3/4 de la trajectoire, il y a les muscles antagonistes qui commencent déjà à se mettre en place, justement pour éviter les, les bris d'articulation ou éventuellement des séquelles au niveau des articulations. Donc, et après, je rentre tout doucement dans l'esprit. Cette fluidité, c'est retarder au maximum les déclencheurs des muscles antagonistes pour que ça puisse fonctionner le plus longtemps possible, en fait. Mhm. Et après, j'ai regardé ce matin dans le dictionnaire parce que j'aime beaucoup les mots et je pense que la définition, c'est quelque chose de très important. La fluidité mentale, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et donc, en fait, ce n'est pas qu'une fluidité corporelle. Tu vois, c'est vraiment un tout. Et quand je disais qu'on avait une vision holistique de l'homme, je crois que là, on est vraiment dedans, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment génial. J'adore cette façon de définir justement la fluidité. Justement sur ce que tu disais, alors tu l'as peut-être vu, je crois que c'est Natural Geographic ou quelque chose comme ça qui avait fait une vidéo où il comparait la différence de frappe de différents styles. Et justement, les karatékas Ah, exact. développaient moins de puissance parce qu'ils avaient moins l'habitude de frapper sur cible. Donc, ces muscles antagonistes se mettaient plus tôt en action. Et donc, le C'est ça. karatéka arrivait à moins à développer de puissance. Non pas que son coup soit moins efficace, Oui, mais oui, bien sûr. parce que le fait de ne pas s'entraîner sur cible, il avait plus souvent ce réflexe qui se mettait plus tôt. C'est pour ça qu'il est important de toujours travailler avec des cibles. Et toi, comment tu travailles cette fluidité d'ailleurs? Je travaille beaucoup, beaucoup au sac. Et après, c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup avec Sensei Ernest. Mm. Parce que bon, j'ai eu la chance qui me gratifie de 30 ans d'amitié maintenant. Et donc, Maître Ernest, il me dit, mais moi, je le pense pas, je le réfléchis pas, c'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que l'ancienne génération de sensei, je crois que ils faisaient de façon empirique. C'est-à-dire, ils rentraient des sensations dans leur corps jusqu'au moment où le geste soit pas parfait, mais justement au moment où ça va passer, quoi. Et après, Maître Ernest, il a dit, mais moi, il me semble pas avoir fait des étirements, il me semble pas avoir regardé comment était fabriqué le corps, etc. Et donc, lui, c'est comme ça sort parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que lui, il est d'une fluidité aussi, c'est impressionnant. Pourtant, je me permets de le dire, Maître Ernest, il est quand même assez tanké quand même, hein.
Et Oui. c'est vrai que quand on le voit bouger, ben, Paolo, c'est pareil. Hein, Paolo, on le voit bouger, c'est des gens qui font pas loin du quintal et on a l'impression qu'ils sont vraiment légers. Et puis quand ça percute, ils s'entrent et puis pouf, on sent l'énergie qui sort. Et puis c'est toujours cette alternance de compression, de relâchement, de compression, relâchement. Et en fait, je crois que cette idée du fluidité aussi, c'est exactement ça, quoi. Alors moi, je travaille beaucoup au sac et je fais des séances de 5 minutes. Donc j'ai eu la chance de bosser avec un expert qui s'appelle Jean-François Desmoulins au lieu Sécant de Boudot. Donc j'étais le voir, etc. Et donc cette méthode de travail, je l'ai mise en route dans ma pratique. Alors c'est assez long parce qu'il faut savoir, pour changer une habitude, il faut à peu près 21 jours. Donc, Mhm. c'est-à-dire que pendant 21 jours non-stop, il faut faire ça, il faut vraiment se forcer à le faire. Et ensuite, il faut entre 3 et 4 mois pour que l'habitude, elle s'installe. C'est le départ de mon travail en fait. Et après, quand on regarde les fascias, donc c'est un ensemble de collagène plus ou moins épais de substances qui frottent les unes contre les autres. Et chaque fois qu'on met en route un muscle, il y a dedans un courant électrique qui circule. Et donc en fait, le fait de faire circuler un courant électrique de façon régulière, ça fabrique justement ces chaînes. Sauf que il faut 6 mois de temps biologique pour que ces chaînes elles se fabriquent. Donc c'est vrai que travailler la fluidité, c'est vraiment c'est un travail de tous les instants. Mhm. Voilà. Et donc je travaille au sac en alignant les segments, en travaillant décontracté. Je travaille aussi beaucoup sur le corps en ouvrant entre guillemets les charnières, donc normalement celle des épaules, les quads, cette charnière au niveau du sternum qui va pouvoir se plier, le travail aussi de l'étirement des genoux, des tendons, parce qu'il faut que tout ça, ça puisse circuler un derrière l'autre sans qu'il y ait de déperdition en fait. Mhm. Voilà, Je comprends. ça c'est un travail qui est quotidien. Ce travail de la force du corps, c'est tout le temps. Et ensuite, quand on commence à travailler avec le partenaire, ben, c'est vraiment utiliser son énergie à lui pour se la réapproprier et en fait pour la renvoyer. Parce Mhm. que si je bloque, je suis obligé de me remettre en route. C'est comme si tu es sur l'autoroute, tu vois, sur ta bande d'accélération, Mhm. tu arrives à 130 km par heure, tu freines, tu Mhm. remets ta première, et il faut se remettre en route. Donc ça coûte beaucoup d'énergie. Donc une fois que je suis en route, l'idée c'est de ne plus m'arrêter. Mais Mhm. après, je reviendrai dessus parce que là, il y a quand même, à mon avis, quelque chose qui est important. Et après, la troisième façon de travailler, c'est cette façon mentale de résoudre des problèmes. Et ça, c'est vraiment la capacité d'adaptation, de pouvoir boucler sur une solution quand je me trouve en face d'un problème. Donc du coup, tu disais tu travailles au sac. Ça, c'est quelque Ouais. chose qui m'intéresse. Tu dis donc des séquences de 5 minutes et tu fais combien de séquences de 5 minutes du coup? Alors, c'est entre 30 et 45 minutes. D'accord. Et tu Voilà. prends combien Donc, de temps de pause entre chaque séquence? pas de séquence, pas de pause. Donc quand tu dis 5 minutes, c'est quoi? C'est 5 minutes du même enchaînement? Pendant 5 minutes un enchaînement et 5 minutes sur un autre? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Par exemple, c'est le travail du jab à gauche avec Ouais. les transferts de poids, les rotations, structure, pam, tiens, pam, tiens, pam. Ensuite, tu imprimes une espèce de cadence Mhm. et chaque fois que tu fais un geste, tu dois avoir la conscience de ce qui a été fait. Donc Mhm. après, il faut gérer les trajectoires, il faut gérer le tempo. 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche, ensuite Gyakutsuki, 5 minutes à droite, Gyakutsuki, 5 minutes à Mhm. gauche, ensuite gauche-droite avec des rythmes qui sont particuliers, à gauche, à droite. Mhm. Donc déjà, si tu fais ça, t'es à 30 minutes hein, déjà. Ouais, c'est ça, mais bien sûr, il suffit pas. Pour prendre quelque chose de simple, répéter les bases, c'est la base. Euh, Ouais, et puis après, on se rend compte que c'est vrai que, bon, sans rentrer dans le débat de ce qui se passe dans la rue, que c'est efficace, mm, que c'est pas efficace, que, à un moment, quand tu penses le geste, il est très lent. mm, Et donc, il faut que ça soit des automatismes. Alors, c'est pareil, quand on parle de mémoire musculaire, c'est un terme que j'aime pas. Parce que la mémoire, elle est pas dans le muscle, la mémoire, elle est dans la tête. mm. Mais je parlerai plutôt d'automatisme, tu vois. Oui, tout à fait. Ça, pour moi, ça me parle plus. Et je rebondis sur une deuxième chose que tu disais, qui sont justement ces fascias, le courant qui se met en place, cette impulsion électrique qui permet le mouvement. Ouais, Euh, on peut l'entretenir avec le cerveau, j'en avais parlé dans un article sur la visualisation, complètement. et ça c'est important de C'est le c'est- savoir. c'est ce que C'est- j'allais dire aussi. Oui. C'est-à-dire, ouais, c'est vraiment l'intention, le fait de se mettre dans une position et d'envoyer l'impulsion du mouvement, mais sans le faire. Mm, tout à Et en fait. fait, le cerveau, lui, il fait pas la différence si le geste il est effectué ou s'il n'est pas effectué. Lui, il envoie l'impulsion comme si le geste allait se faire, en fait. Tout à fait. Et du coup, c'est comme ça que les athlètes restent en forme, par exemple, après une blessure ou quelque chose du genre. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup la visualisation pour s'entraîner. Euh, Complètement. Et après, tu te rends compte que c'est un outil qui est extrêmement important parce que quand les militaires le font, notamment les pilotes de chasse de la patrouille de France, les mecs, ils appellent ça jouer la musique. hmm,
Donc, en fait, tu as le leader qui se met en face et en fait, te dit PD top. Après, tu les vois, les types, ils sont tous là en train de se concentrer, tout ça, virage à droite, top, virage à gauche, tu les vois, ils sont vraiment dedans. Mm. Parce que quand les militaires commencent à utiliser ce genre de technique, ça veut dire que c'est efficace. Bah, ils n'ont pas le choix. Eux, ils cherchent Non, l'efficacité. ouais, exactement. Ils n'ont pas le temps de s'embêter avec des choses qui servent à rien, quoi. Et puis la visualisation, c'est quelque chose qui existe utilisé par les militaires, utilisé par les athlètes depuis très longtemps. Donc Oui, c'est oui, vrai que complètement. c'est quelque chose qui est très utile. Et donc du coup, la question qui me vient par rapport à ça, est-ce que tu utilises la visualisation, toi, lorsque tu fais du sac de frappe? Ou est-ce que tu es concentré seulement sur ton mouvement? Alors, c'est pareil, parce que je commence toujours par le travail, les gammes, en fait. Mhm. Et ensuite, j'essaie toujours d'imaginer, par exemple, quand je mets une droite, j'essaie toujours d'imaginer une attaque qui arrive, je la visualise en la bloquant et en frappant. C'est-à-dire, mon Mhm. geste, c'est d'envoyer le point, mais dans ma tête, avant, il y a un blocage où j'absorbe et ensuite, j'envoie le Mhm. point. Mais mon corps n'envoie que le point. Mais dans ma tête, j'ai le blocage et la frappe presque simultanés. C'est un peu l'idée qu'on retrouve en kendo, enfin dans certaines formes de kendo, où on dit que l'attaque est enfin le blocage est dans la frappe. C'est-à-dire que c'est un continu et du coup, même si tu fais pas le geste, l'intention est déjà là de bloquer. Oui, et puis après, ça, c'est un travail que j'avais fait avec Miki Mochizuki aussi. J'ai eu la chance de bosser avec lui. Et donc, il dit, par exemple, pendant que tu frappes, pense à ce que la personne pourrait faire en face au moment où tu mets la frappe. Mhm. Et donc, ça veut dire que quand tu frappes, éventuellement sortir la tête, ou une fois que c'est fini, tu refais un retrait du buste, ou tu Mhm. avances en te protégeant avec une main, tu vois, ce genre de choses. Parce qu'en fait, cette visualisation, l'idée, c'est de remplir. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je parlais de la technique fluide et continue, j'ai dit que je reviendrai dessus, et je pense que là, c'est peut-être l'occasion d'en parler. C'est en fait d'aller du discontinu vers le continu. Mhm. Et c'est ce que j'ai écrit dans Yashima sur le rythme. Par exemple, tu fais un blocage, et tu fais une frappe. Sauf que là, le mouvement, il est discontinu. Mhm. Donc, pendant que tu fais ton blocage, tu fais par exemple une absorption avec le corps. Ensuite, tu fais un transfert de poids pour renvoyer la frappe. Et là, si tu veux, tu as deux gestes qui sont liés. Ce n'est pas Mhm. un blocage avec une frappe, c'est un blocage absorption avec un transfert de poids qui va mettre le corps en route pour faire la frappe, si tu veux. Et du coup, c'est ça, c'est aller du discontinu vers le continu, c'est-à-dire au moins physiquement. Et Mhm. après, le geste, il sera vraiment plein quand on conserve quatre choses. Quand on conserve la verticalité, Mhm. quand on conserve l'intention, quand on conserve la fabrication de la vague et Mhm. quand on conserve la puissance de la frappe. Et là, le geste, la technique, elle est complète en fait. Je comprends. C'est pas évident de conserver tout ça, hein, c'est un gros travail. Ah non, non, mais c'est super compliqué parce qu'en fait, du point de vue des neurosciences, le cerveau, il est capable de faire une seule tâche. C'est-à-dire que tu imagines un petit entonnoir, là, comme ça, Mhm. toc, et tu as l'information, tu as plusieurs informations qui rentrent, mais il y en a une qui peut sortir. Mhm. Alors, quand les gens ils disent je suis capable de faire plusieurs choses en même temps, c'est pas vrai. Mhm. C'est-à-dire que son attention, elle varie, par exemple, le type, il est en train de cuisiner. Il est en train de faire les devoirs à son gamin, il répond au téléphone. En fait, il fait pas trois choses en même temps. Il fait une chose par une chose, mais elles se suivent les unes derrière les autres. Parce que le cerveau, il peut pas. C'est comme si tu appuies sur la touche A et Z d'un clavier d'ordinateur, tu n'auras pas le A à l'écran avec le Z qui viendra par-dessus. C'est pas possible. Tu en auras soit l'un, soit l'autre. Mhm. D'accord, ouais, je Et en vois. fait, comme c'est des impulsions électriques, le cerveau, il est obligé de laisser passer les courants les uns derrière les autres. Il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est pas évident de réussir justement à aligner tout ça, mais comme tu disais, il n'y a pas de secret, la répétition, l'entraînement, et puis ça vient. Ouais, la division de l'attention, c'est quelque chose d'important. Alors moi, ça m'arrive souvent, je fais disjoncter mes élèves avec des petits exercices qui peuvent paraître pas très utiles, mais en fait qui sont super utiles. Parce que quand on parlait tout à l'heure des étapes Shuhari, il faut déjà se libérer de la technique. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que le quatrième dan ou cinquième dan, c'est la première étape, c'est normalement la technique, elle est acquise. Et Mhm. après, je commence à me concentrer sur autre chose. C'est-à-dire, je fais faire des techniques de Kion Mhm. et je leur fais compter de 10 jusqu'à 1 en décalant le comptage. C'est-à-dire, tu t'imagines en train de faire un kata et tu comptes 10, 1, 9, 2, 8, Mhm. 3, etc. Et tu descends comme ça. Et au bout de 30 secondes, les mecs, ils craquent, quoi. Mais parce que C'est justement, c'est ces degrés d'attention qu'on doit complètement gérer.
Parce que hier, je regardais l'interview de Léo Tamaki avec Lionel Froidure, et Léo, il disait qu'il était obligé de faire plusieurs tâches dans sa méditation, sinon son esprit part. Mais je comprends exactement le truc. Et c'est pour ça qu'à un moment, ces degrés d'attention, ils doivent être de plus en plus compliqués. Après, si tu veux encore travailler sur des trucs plus compliqués, tu fais un kata et tu récites ton alphabet à l'envers. Ouais, Et au bout d'un moment, tu craques, mais c'est normal. Mais par contre, une fois que ça, c'est acquis, je dis pas que j'arrive à le faire correctement, hein, mm, mais tu te rends compte que tu peux te concentrer sur plusieurs choses en même temps. Et ces ouais, plusieurs choses en même temps, self-défense, c'est peut-être éventuellement plusieurs adversaires mm, où tu récupères de l'information de l'un, tu récupères de l'information de l'autre. Et à ce moment-là, il va falloir prendre une décision. Parce que plus tu attends, et le et- temps dans un combat, c'est extrêmement précieux. mm, C'est-à-dire que si tu attends la redondance des signaux pour prendre une décision, c'est compliqué. Donc, mm, dès que tu as un signal, il faut parfois faire une préaction et que la riposte, elle se mette en route, même si tu n'as pas toutes les infos nécessaires. Et donc, on revient à cette fluidité mentale. C'est-à-dire que mhm. tu n'as pas toutes les infos, mais tu es obligé de prendre une décision. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est limité par notre cerveau. Quand on fait de la self-défense ou quand on fait des arts martiaux, ce n'est pas le corps qui est limitatif, c'est le cerveau qui nous limite dans nos émotions, dans nos blocages, dans nos pensées, dans notre éducation éventuellement, je sais pas, judéo-chrétienne, où les gens ils te disent il faut pas faire mal et Mm. tout. Mais dans une situation de self-défense, oui, je pense qu'il faut faire mal. Sinon, on peut pas s'en sortir, quoi. C'est ça. Et ça peut même aller plus loin que ça, je rebondis. Mais alors, il y a un effet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, on veut rester toujours sur la même lignée. Donc, c'est-à-dire que si on a pris la décision, on a commencé à se mettre en action, on s'arrête, on a pris la décision de s'arrêter, ce sera encore plus dur de repartir que de partir d'entrée. Il vaut mieux Ah oui, partir plus oui, tard oui. et partir pour de vrai que partir et s'arrêter. Oui, et ben, c'est ce qu'on appelle le kimé, en fait, l'esprit de Mm. décision. Et là aussi, je crois que j'avais écrit un article que Xavier Duval a gentiment mis, je crois, sur son blog. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit de décision, le kimé, c'est trois choses. C'est d'abord, je prends la décision d'effectuer le geste. Mm. Parce qu'il faut bien commencer par se mettre en route. Ensuite, j'effectue le geste. Ça, c'est le deuxième acte. Et le troisième acte, c'est je valide le résultat et je me dis, bah, finalement, j'ai bien fait de prendre cette décision. Parce que souvent, les pratiquants d'arts martiaux, ils se disent, le kiné, c'est que l'intention de rentrer. Non, non, c'est trois choses en même Mm. temps. C'est trois volets pour, pour une seule mise en service, si tu veux. Je comprends, ouais. J'aime beaucoup cette façon de voir le kiné. Merci beaucoup d'ailleurs. On vous mettra l'interview en lien de Léo et de Lionel. Du coup, vous avez compris, on enregistre ça pendant les vacances scolaires entre Noël et le premier de l'an, parce que l'interview s'est faite, c'était quoi? On était le 29 hier. Ouais. Vous pouvez remercier Richard de prendre ce temps pendant son repos, hein. Non, non, mais avec plaisir, avec plaisir. Mais après, moi, j'aime bien ce genre de choses aussi parce que ça permet la pollinisation des idées. Enfin, c'est comme des petites abeilles là qui vont partout et puis les gens finalement ils récupèrent que ce dont ils ont besoin. Après, enfin voilà, c'est un peu ce que j'avais fait aussi dans mon DVD parce qu'il y a beaucoup de DVD de Nyon Tajitsu qui ont été faits par Maître Ernest, par l'équipe technique avec Philippe Gallet et puis Jean Jugeot et Philippe Avril. Et moi, justement, je voulais pas un DVD de technique parce qu'il y en a plein et qui sont très bien Mm, faits, notamment toujours par Lionel qui nous a fait confiance à toute l'équipe. Et moi, je voulais pas ça. Je mm, voulais vraiment un DVD qui donne une autre idée de comment on peut travailler le Nyon Tajitsu. mm, Et c'est mhm. pour ça que je trouve que c'est une façon de faire un petit peu différente, mais qui peut apporter des choses, pas qu'aux pratiquants de Nyon Tai en fait, parce que Mm. finalement, qu'on soit boxeur ou qu'on soit karatéka ou pratiquant de Jiu-Jitsu ou de Kyusho-Jutsu, je pense à mon ami Serge Rebois, la façon d'utiliser le corps, elle sera toujours la même. Il faudra toujours un transfert de poids, une rotation des segments, conserver une structure correcte. Alors, et puis, effectivement, un Otsuki d'un karatéka, il n'aura pas la même forme qu'un jab d'un boxeur, Mm. mais sur les principes, ça restera la même chose. C'est la même chose. Et je rejoins tes dires sur la qualité du travail de Lionel, hein, sur Imagine Art. C'est vraiment top. Si vous voulez plein d'idées de personnes pour voir de nouvelles idées, de nouvelles interviews, je vous conseille d'aller sur sa boutique. Vous avez 15% de réduction avec le code Corps et Esprit Martial, on vous le mettra. Mais voilà, enfin, franchement, allez-y les yeux fermés. Un petit peu Et de pub. un petit peu de pub, ouais. Et Ah, ben puis, ouais. il mérite de toute façon. Enfin, Ah voilà, oui, 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 vraiment, vraiment, c'est vraiment. voilà, dès que je peux le placer, je le place parce que Son voilà, enfin, openitude d'esprit, c'est trop bien. ouais, et puis même c'est quelqu'un qui est hyper accessible, qui ben, comme toi, enfin comme tellement d'experts qui prennent le temps avec nous. Mais oui, non, c'est puis
il est ouvert d'esprit et surtout, je trouve qu'il vulgarise bien parce qu'il y a des gens qui sont ouverts d'esprit mais qui n'arrivent pas à vulgariser aussi bien. Ouais, Quand il c'est va vrai, c'est quelque vrai. part, quand il donne la parole à quelqu'un, il arrive à en sortir quelque chose pour, comme tu le disais, transférer les principes d'un côté à un autre. Donc, Oui, oui, c'est ça, ouais. vraiment, enfin voilà. Si, moi, enfin, de toute façon, je fais pas de pub pour des choses dans lesquelles je crois pas. Donc, on m'a déjà contacté pour ce genre de choses, je fais pas. Ouais. Je reste éthique. Tu vois, on parlait de principes et donc la fluidité aussi de l'esprit, c'est travailler sur des compétences qui sont transversales. Hmm. C'est-à-dire, je me sers de mon corps pour frapper, comme je me sers de mon corps pour luxer, comme je me sers de mon corps pour étrangler ou pour projeter. Et en fait, c'est pour ça que Hiro, Sensei Mochizuki, il dit toujours 1 égale tout. Hmm. C'est-à-dire, je travaille une forme de corps en fait pour faire plein de choses. Parce que sinon, le cerveau, il est obligé de faire un chip. C'est-à-dire, si je fais essentiellement un travail en percussion et qu'après, je dois aller au corps à corps pour luxer, il faut que je passe d'une forme percussion à une forme projection. Et donc, ça prend du temps. Hmm. Alors que si je travaille une forme de corps, ça convient très bien et il n'y a pas de basculement à faire pour passer d'une frappe à une projection ou d'une projection à une luxation. Je fabrique cette forme de corps qui va me permettre de faire tout. Mhm. Oui, tout à fait, je te rejoins. C'est vrai que si on doit changer complètement de tout au tout, c'est compliqué. Et alors, comment tu travailles justement ce transfert, ce passage ce fait de ne pas justement transférer au contraire, mais de rester fluide? Quand tu as un enchaînement, disons, tu fais une frappe et une projection en suivant. Ouais. Comment tu travailles le fait de rester fluide mentalement dans cette position C'est l'habitude aussi de la pratique du jujitsu parce que moi, quand j'ai commencé, on passait systématiquement d'une frappe à une projection ou d'une projection à une luxation, d'une liaison de boussole. Donc ça, c'est dans ma pratique. Alors, je ne sais pas si je fais un travail spécifique pour passer de l'un à l'autre, mais par contre, je fais un travail spécifique sur le geste. Et après, pour garder cette fluidité, c'est de ne pas laisser d'intervalle de temps entre la gestion des distances, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire qu'au moment où tu percutes, tu sais déjà que tu vas faire une projection, donc déjà tu dois être en place. Hmm. Et ça, c'est ce que les Japonais appellent le principe du tsukuri. Tsukuri en japonais, ça veut dire bâtir, construire. En fait, tu crées un piège pour que la personne, elle rentre dedans. Et quand il est rentré dedans, bah, tu l'emmènes à peu près là où tu veux. Alors, je te rassure, hein, moi, je ne suis pas à 100% de réussite. Hein. Déjà, quand tu arrives à rentrer une fois ou deux fois sur 10, c'est déjà bien parce que le plus difficile, en fait, c'est de tomber en face d'un expert et en face d'un débutant. Parce que le Hmm. débutant, il ne le voit pas, il ne réagit pas. Et l'expert, il sait ce que tu fais, donc tu te fais cramer à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi, tu joues son jeu en essayant d'inventer le tien. C'est ça, parce qu'après, en fait, c'est une boucle qui doit finir par s'arrêter. Tu m'attaques, je suis surpris, je me fais toucher. Hmm. Ensuite, je sais que tu vas m'attaquer. Hmm. Donc, je suis plus surpris. Mais toi, tu sais que je sais. Et donc, cette boucle, elle va jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut donner une information à l'adversaire pour qu'il y croit, si tu veux. Hmm. Et donc, qu'il se fasse piéger pour qu'il rentre dans la technique que tu lui proposes. En fait, Hmm. c'est une communication. Tu lui proposes un truc, soit il répond pas. Mais s'il répond, ben déjà, toi, tu as un coup d'avance par rapport à ce que tu vas faire. Et ça, Hmm. c'est très important parce que la stratégie, justement, ça permet aussi de conserver cette fluidité technique et mentale. Parce qu'en Hmm. fait, le cerveau, s'il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire, il se bloque. Hmm. Tout à Par fait. contre, s'il y a quelque chose qu'il sait faire, il va pouvoir boucler sur une solution qui est en train de s'élaborer au fur et à mesure où l'action se déroule, si tu veux. Hmm. Et voilà, et cette fluidité de l'esprit, c'est conserver ça. Mais c'est tout à fait génial. Alors, je me permets de faire un teaser. C'est un peu ce que dit Richard Douyeb aussi sur Face au couteau dans l'interview qui sortira normalement la semaine prochaine. Il parle un peu de ça. C'est vrai que de toute façon, enfin, ce qu'on disait, tous les styles se regroupent finalement quand on commence à avancer. Cette notion de, faut pas qu'il y ait d'inconnu pour qu'on puisse agir parce que sinon le cerveau se bloque. Et Ouais, je- c'est ça. Et après, ce qui est important de savoir aussi, c'est que, tu sais, on a tous été à l'école à un moment où le prof de sport, il nous a dit, bon, aujourd'hui, on va aller courir. Et en fait, tu commences à courir, il fait pas beau. Et tu te dis, ouais, mais c'était déjà comme ça la semaine dernière, c'était déjà comme ça avant. En fait, on projette dans le futur nos expériences qui sont passées. Mhm. Mais comme le futur, c'est pas quelque chose qui est encore écrit, on peut pas présupposer de quelque chose qui n'existe pas encore. Mhm. Et Tout à c'est fait. pour ça qu'il faut toujours partir de l'instant présent et construire le futur, enfin, en fait, le présent au fur et à mesure où il se déroule, si tu veux. Et c'est Mhm. pour ça, cette fluidité, cette disponibilité d'esprit, c'est ce que les sensei, enfin, ils appellent ça, oui, la disponibilité de l'esprit, mais enfin, c'est très compliqué, quoi. Mhm. De vivre dans l'instant présent et de garder cette fluidité, c'est qu'est-ce qui se passe si le présent change? Mhm. Ouais, c'est Il pas faut évident. s'adapter.
Parce qu'après, le cerveau, c'est une magnifique machine à effectuer des prédictions. Mm. C'est-à-dire que quand tu reçois une attaque que tu as reçue plein de fois déjà grâce à ton expérience du combat, tu te dis, bon, bah là, je vais partir par exemple à droite, j'ai fait une esquive à droite, je vais riposter avec mon point gauche. Mais si jamais le mec, il coupe le tempo et qu'il s'arrête dans son geste et qu'il rentre avec une technique de pied, eh ben, le cerveau, ça, il peut pas le prévoir Mm. puisqu'il projette dans le futur les actions qui ont déjà réussi dans le passé. Oui. Et tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est compliqué de gérer cet instant présent. C'est-à-dire, il faut être disponible tout le temps et être relâché dans sa tête. Mais bon, Mm. c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Après, sur le papier, c'est facile à exprimer comme je l'exprime. Mais après, quand tu mets des gants et des protèges tibias et que tu commences à faire un peu de combat, tu te rends C'est moins compte que c'est drôle. super compliqué. Ah oui, oui, c'est moins drôle, oui. Après, je te rassure, hein, moi je ramasse aussi, encore maintenant, hein, quand je boxe avec mon copain Grèce Grégoire, là, qui est pratiquant d'arnis aussi, de toute façon, nous on a un petit rituel, chaque fois qu'il vient à la maison, on va à la plage, on met les gants et on travaille. Mais franchement, ça pique, hein. Mais c'est Ouais. bien. C'est bien parce que c'est un excellent boxeur, c'est un excellent pratiquant d'arnis Scali, mais ça remet le facteur sur le vélo, si tu veux. Remet bien les choses en place, ça rend humble et ça veut dire que il faut rester humble face au travail des arts martiaux, hein, parce que c'est très important. Hein. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si on veut progresser, il faut s'entraîner, il faut accepter de prendre des tôles, parce que si on Ah fait oui, que oui, ce qu'on oui. sait faire, on n'apprend rien. Mais Donc, c'est ça l'expérience aussi, c'est des moments où ça va pas. bien sûr, Et bien sûr. après, tu prends du recul et tu te dis pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et après, on revient sur la visualisation, tu repars Mm. sur le geste, élabore un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire et puis tu remets en pratique. Mhm. C'est-à-dire, c'est ça le modèle. Le modèle, il est théorique hein, et ensuite tu le mets en œuvre. Et chaque Mm. fois que ça ne va pas, soit ça veut dire que le modèle, il n'est pas juste, soit ça veut dire que l'application, elle n'a pas été faite comme il faut. Mais en général, le modèle, il est juste. C'est ça la misère. Donc il faut appliquer. Et donc du Voilà. coup, quelle est la place du combat dans ta recherche de fluidité? Est-ce que donc tu parlais justement de mettre les gants, mais Ouais. est-ce que tu combats régulièrement? Est-ce que tu combats dans le but de chercher la fluidité ou juste c'est une application? Les deux, en fait. Mhm. Bon, après, c'est vrai qu'avec ce confinement, là, ça a été très compliqué. Mais j'ai quand même passé avec des élèves des cours, etc. Et après, si tu veux, l'idée, c'est de commencer par travailler vraiment doucement. Parce Mhm. que c'est là où tu vois toutes les erreurs de placement, toutes les erreurs de timing, etc. Et après, c'est pas de bosser comme un bourrin. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sous facteur de stress, l'apprentissage ne se fait pas. Mhm. Tout à fait. Tu peux pas apprendre sous facteur de stress. Par contre, une fois que les choses elles sont apprises, tu es plutôt dans une phase de la restitution et la restitution sous facteur de stress, elle peut se faire dans de bonnes conditions, à condition d'être formé à ça, si tu veux. Mhm. Mais il faut que le cerveau, il comprenne ce qui se passe. Mhm. Donc, il faut faire les choses lentement, sentir ce qui se passe au niveau des segments, sentir ce qui se passe au niveau de la structure, au niveau du placement du corps. Et après, oui, effectivement. Après, bon, bah, tu fais des rounds qui sont un petit peu plus appuyés, mais il faut pas parce que sinon tu te ruines et tu te fais mal et ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de pratiquer longtemps, en bonne forme. Moi, quand je vois Sensei Ernest, il a 86 ans aujourd'hui et il a quasiment peu de problèmes d'articulation. Mhm. Hein. C'est Et ça. parce qu'ils ont travaillé intelligemment. C'est Après, ça. tu vois des gens comme David Douillet, des fois je voyais ses entraînements à l'INSEP, le mec il a les larmes qui coulaient tellement il poussait fort. Mhm. Bon, ben aujourd'hui il se lève, il prend un bain de percutalgine et c'est dommage parce que c'est des gens qui auraient pu continuer encore longtemps dans le judo, etc. Et donc il faut pas se briser. Oui. Après, il ne faut pas non plus passer son temps à faire du combat lentement, parce que si on veut paramétrer comme il faut le tempo, la distance et tout ça, à un moment, il faut travailler à vitesse. Il faut travailler à vitesse réelle, quoi. Hein, Mhm. c'est Oui, après on obligé. peut moins appuyer les frappes, il y a plein de choses à faire. Et puis il y a des protections. Tu as pareil, protège tibia et de gants. Il y a aussi les casques. Oui, Il oui, faut bien savoir sûr. les Ouais. utiliser. Il faut savoir jongler. Enfin, je pense que c'est un gros mythe ça. On va s'entraîner toujours très dur, hein. Même les boxeurs s'entraînent pas tout le temps très dur. Même les compétiteurs. Même il faut savoir y aller de temps en temps, mais il faut savoir aussi raison garder, comme on dit. Bien sûr. Et je ne sais pas si tu as vu, là, il y a quelques vidéos qui tournent sur le net de Mike Tyson là, qui revient. Ouais, Tu as vu comme c'est fluide? ouais, ouais. Ah mais lui, il est Et impressionnant, hein. ah, mais c'est phénoménal, quoi. Lui, il est fluide et il reste super propre techniquement. À la vitesse où il va, il m'a toujours impressionné pour ça. Sur ses esquives, ses changements de garde, etc., je le trouve Ouais, ouais, ouais. impressionnant.
Et donc, tu vois, les gens, ils travaillent pas fort tout le temps. Ah non, Après, ça par contre. ça veut pas dire qu'il peut pas développer de la puissance, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est. Et puis après, moi, je me rends compte que là, je commence à avoir des sensations que j'avais pas eu avant sur ce travail de la fluidité, sur les connexions, sur tout ça. Il y a des choses qui commencent à se relâcher, il y a des choses qui coincent encore, mais ça passe mieux qu'avant. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, faudrait que j'aille faire autre chose. Il faut changer de Mais méthode c'est d'entraînement. Il faut trouver celle qui te ouais. convient quand ça marche pas. Ouais, puis tu vois, hier on discutait au téléphone, j'ai Mm. la chance d'être mon élève et mon prof en même temps. Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est chouette parce que je peux tester des trucs sur par exemple, des objectifs sur un mois. Tu mets au point des exercices et tout, tu te fais un module, tu travailles dessus et puis tu regardes si ça va ou si ça va pas. Après, t'ajustes, tu changes un truc, tu fais varier un paramètre, et puis finalement, je pense que c'est comme ça que tu avances. Puis des fois, tu te rends compte que tu arrives dans une voie de garage qui t'emmène nulle part. Mais c'est pas grave parce que finalement, tu as quand même avancé parce que tu sais que là, il faut pas y aller ou que ça n'apporte Mm. rien ou que ça prendrait du temps, etc. Parce qu'il y a aussi le facteur efficacité dans l'apprentissage aussi. Oui, bien sûr. Apprendre Parce comme il que, faut. ouais, mais nos journées, elles font 24 heures. Après, des fois, si on s'écoutait, voilà. Mm. Mais il faut aussi être performant dans ce qu'on fait. Et puis, bah, bon, après, moi, je suis pas professionnel de ça. Je ne vis pas de ça. Mm. Moi, j'enseigne les mathématiques. Et donc, après, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, je peux gérer mon temps comme je veux. Donc, j'en ai plus que quelqu'un qui bosse dans une entreprise et qui fait 60 heures, hein, c'est Mm. évident. Mais donc, là aussi, avec la vie de famille, tout ça, il faut aussi gérer ces temps d'entraînement qui doivent être super efficaces, quoi. Mais c'est ça, on n'a pas autant de temps qu'on voudrait à consacrer à ça. On peut pas faire 10 heures d'arts martiaux par jour. Ouais, puis est-ce Malheureusement, que ça servira à grand-chose? Parce que le cerveau aussi, il a besoin d'un temps de repos, quoi, hein, bien sûr. pour assimiler et tout ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, pour bien travailler la fluidité, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait travailler la fluidité chez lui? Un conseil pour qu'il puisse s'améliorer? Ouais, alors déjà, c'est trouver un bon prof. Ouais. Ouais, parce que enfin, moi, ça me semble évident, hein. Je sais que si j'avais pas eu José Pérez, aujourd'hui, j'en serais pas là, quoi. Mm. Et après, tu côtoies d'autres personnes qui travaillent de la même façon. Et après, je crois que ce qui est important, l'œil ne peut voir que ce qui est à l'extérieur. Mm. C'est-à-dire que si tu veux un moment regarder ce qui se passe à l'intérieur, il faut se tourner vers un autre outil. Moi, j'appelle ça la confiance Mm. de soi. Et ça veut dire que si on veut travailler sur la fluidité, je pense que oui, d'abord, il faut préparer le corps, hein, ça c'est Mm. évident. Et après, pour que la technique, elle soit juste, il faut se faire valider par quelqu'un qui, lui, sait le faire. Mm. Comme il aura parcouru le chemin avant, il pourra donner des conseils qui vont permettre d'avancer. Mm. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc là, tu as forgé le corps, tu as Mm. forgé la technique, et ensuite, il faut forger l'esprit. Et donc, c'est quelqu'un qui a du recul par rapport à ça et qui, de dehors, peut te corriger ou qui te dit, ah ben moi, de dedans, je sens que là, il y a eu un blocage, essaye de l'absorber de façon plus évidente plutôt Mm. que de le bloquer. Ah, là, je sens que le geste, il vient fluide. Ah, ça y est, là, j'arrive sur le déséquilibre. Ah, là, ça y est, ta technique, elle est bonne. Et en fait, c'est tout ce cheminement-là qui fait que finalement, on y arrive. Mais Mm. sachant que rien n'est acquis, hein, vraiment, c'est un travail de tout le temps. Parce qu'on parlait des trois centres tout à l'heure, on dit que les Japonais ils disent qu'on est un homme accompli quand il y en a deux qui sont forts, mais ce qu'il faut penser, c'est que le corps, il va finir un moment par nous lâcher, quoi. Mhm. Alors, c'est pour ça, il faut l'entretenir encore. Tu vois, moi, régulièrement, je fais des burpees, je fais des pompes, je fais des abdos, je continue à faire des étirements, je travaille mon cardio, tout ça. Mais peut-être que dans 20 ans, je peux plus. Mais Mm. là, si tu veux, je suis en train de capitaliser pour les années qui viennent. Bien sûr. Oui, c'est maintenant que tu prépares l'avenir. C'est pas une fois qu'on y est. La retraite, c'est Ouais, maintenant. voilà, c'est ça. Mais pareil, hein, ouais, intelligemment, sans se flinguer, tout ça, vraiment. Puis encore, hein, je dis avec beaucoup d'humilité, avec nos capacités, Mm. sans se donner plus de force qu'on peut en avoir pour pas se blesser, tout ça. Voilà. Oui, c'est sûr. Non, il faut aussi savoir pourquoi on pratique et quand on pratique pour le long terme, il n'y a rien qui presse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Ah, mais Mm. complètement. Mais il faut aussi prendre soin de son corps. Merci pour ce message. Si Parce- tu regardes, hein, tu vois, tous les anciens, Dominique Valera, Hiromo Kizuki, Maître Ernest, Jean-Pierre Lavorato, tout ça, c'est des gens qui arrivent à 70 ans, peut-être, enfin, Maître Mochizuki, il a un an de moins que un an de plus que Sensei, je crois. Mm. Il est de 33, Maître Ernest est de 1934. C'est des gens qui ont une super patate encore, hein. Mm. Et donc, Ouais. ça veut dire qu'on peut mesurer vers où on peut aller en travaillant intelligemment. C'est ça, tout à fait. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton ami qui fait des armes aussi, du calier escrima.
En quoi le travail des armes une importance pour toi dans ton travail et ta recherche de fluidité? Est-ce que déjà tu travailles les armes régulièrement toi de ton côté? Alors non, moi je travaille pas les armes régulièrement, je travaille de façon entre guillemets scolaire Mm. quand je bosse en Yosekan. Mhm. Et parce que Nihon Taijutsu, ça veut dire technique de corps authentiquement japonaise, tu vois, si Mm. tu traduis ça, voilà. Et donc, ça veut dire que dans le Jujitsu traditionnel, il y a pas de travail aux armes. Tu Mm. apprends avec les mains nues à te défendre contre couteau, etc. Mais dans le Nihon Tai, il n'y a pas de travail aux armes. D'accord. Donc, Il y j'ai a pas, pas de... ça fait pas partie de la méthode, hein. Le Ok. Nihon Tai, c'est vraiment D'accord. une méthode à main nue. Alors après, c'est vrai que quand Maître Hanez est parti chez Minoru Mochizuki Sensei au Japon, Sensei, il faisait aussi le sabre parce qu'il Mm. travaillait la Katori Shinto. Et voilà, mais dans le jiu-jitsu traditionnel japonais, comme moi je l'ai appris chez Sensei, il y a pas de travail aux armes. Mhm. Et D'accord. c'est pour ça que je rejoins aussi ce que disait hier Lionel dans son interview, parce qu'il disait que si on veut travailler par exemple à main nue contre couteau, il faut déjà apprendre à se servir d'un couteau, ce qui est complètement logique. Bien sûr. Et donc après, mais là, ça, le Nihontai ne travaille pas ça. Alors le Yosekan le fait de façon ludique, de façon sportive et de façon très traditionnelle, Mm. avec des tambours en mousse, des chobos en mousse, et l'aspect un petit peu compétition avec protection et tout ça. Mm. Mais enfin, le travail aux armes n'est pas mon travail prioritaire, si tu veux. Mhm. Je comprends. Et je le regrette parce que si je me mettais ça dans mon emploi du temps, je dors plus, quoi. C'est ça, on peut Et pas tout faire, faut faire des choix. ouais, mais de temps en temps, laisser peut-être, je sais pas, une heure ou deux par quinzaine, Mm. plutôt que de faire du kata ou des choses comme ça, reprendre un travail aux armes, tu vois, pour fluidifier, parce que finalement, ce n'est que l'extension du corps. Mm. C'est-à-dire que si déjà le corps, il y a des hachures dedans, ou s'il est bloqué avec l'énergie qui circule pas, en arme, tu peux pas être efficace. Je trouve que ça se voit encore plus en armes, justement. C'est pour ça que je te posais Ah cette ben, question. ouais, Euh, parce que les leviers sont tellement grands que ça ouais, se voit, quoi. c'est ça. Sur les armes longues, on voit de suite quand il y a un arrêt, quand il y a un blocage psychologique. Et puis, il faut avoir une conscience, surtout sur les armes longues, une conscience de son corps qui est projetée dans l'arme pour pas toucher par terre, par exemple, avec un beau ou quelque chose comme ça. Oui, et puis de la distance et tout ça, Oui. parce qu'aux armes, ça devient rédhibitoire encore plus vite. En combat, tu prends une patate, mais tu prends un coup de sabre, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, même s'il est en bois, on le sent passer. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui, oui, il peut y avoir des dégâts, c'est sûr, hein. Restons humbles, encore une fois, hein. Tu parlais de burpees, de pompes et compagnie. Justement, quelle est la capacité physique pour toi la plus importante pour un pratiquant d'arts martiaux? Capacité physique, Oui. ben, la souplesse. La souplesse mentale ou la souplesse physique ou les deux? Ben, si tu me dis capacité physique, je te réponds la souplesse physique. Mhm. Et mentale, du coup? Ah oui, oui, complètement, hein. Ouais. Parce que, en fait, cette fluidité va aller vers cette capacité d'adaptation et de coller exactement à ce que fait l'adversaire au moment où il le fait. Mm. Et ça, je pense que ça aussi, je pense que c'est important. C'est vraiment la capacité d'adaptation. Pour moi, c'est la capacité la plus importante dans les arts martiaux. Et c'est Mm. pour ça qu'aussi sur le DVD, il y a beaucoup de travail sur l'incertitude motrice. Donc, Mm. je fais travailler sur les gros ballons qu'on voit en gym, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de muscles qui permettent de conserver la posture du corps humain. C'est Mm. sans cesse des petits réglages de déséquilibre et d'équilibre qui font que globalement la posture elle reste scellée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se tenir sur un pied par exemple avec les bras écartés en se penchant un petit peu en avant, mais il n'y a pas de muscle qui gère cette posture. C'est sans cesse un travail de rééquilibrage des chaînes musculaires qui permettent de rester en équilibre. On est en constant déséquilibre, mais tout le temps C'est réajusté. ça. Ouais, c'est exactement ça. Après, on peut arriver aussi sur le travail, je pense que fait Léo, Tamaki dans son Aiki et Xavier Duval aussi Mm. sur la désolidarisation de toutes les parties du corps. Mm. Parce que c'est vrai que dans les arts martiaux, on a tendance à être vraiment compact pour envoyer l'énergie. Il faut que ça puisse passer des pieds aux mains, par exemple. Mais souvent, on le fait en poussant sur le sol, alors Mm. qu'on peut essayer de le faire en tirant et en ouvrant le corps pour créer de l'espace, justement, Mm. pour faire passer cette énergie. Donc ça, c'est un travail que je ne connais pas trop, mais je sais qu'il existe. Et je sais que Akira Ino fait ce travail-là. Je sais que Léo travaille beaucoup Mm. avec lui aussi. Et, donc, est-ce qu'effectivement, pousser sur un endroit ou tirer sur un autre endroit, est-ce que le résultat est le même? C'est Et ça. je pense que cette fluidité de l'esprit, c'est aussi justement faire cette recherche pour essayer de dégager des choses qui marchent ou des choses qui ne marchent pas. Mm. Tout à Mais fait. encore une fois, ça prend du temps, hein, c'est très chronophage, hein, et
Il faut être passionné pour pouvoir aller aussi loin. Et merci à toi de nous faire justement part de tes recherches parce que ça fait avancer. Ouais, Ça permet, c'est-à-dire que si tout le monde reste dans son coin et on partage pas les recherches, finalement, c'est dommage, c'est des recherches entre guillemets perdues. ben, il y a un proverbe africain qui dit un homme meurt, une bibliothèque brûle. Mm. Et je pense Ouais, que c'est vrai, jamais, jamais on pourra dire merci à quelqu'un pour l'expérience dont il nous fait part. mm, Et moi, c'est vrai, Maître Ernest, jamais je pourrais lui dire merci, parce qu'il y a un proverbe japonais qui dit mes parents m'ont donné une éducation et mon maître a fait de moi un homme. Et mm, cette phrase, elle est magnifique, parce que du coup, le seul moyen pour lui dire merci, c'est de transmettre aux autres ce que lui m'a transmis, mm, avec la plus-value de tout mon travail, je pense, sans rien cacher, en donnant vraiment avec un gros cœur, parce que je pense que le partage aussi, il est là. Je pense que ça, mm, c'est un Okuden aussi. J'avais écrit quelque chose dans ce genre mm. dans Yashima. Je pense que le partage, je pense que c'est un secret aussi. Oui, tout à fait. Le fait de partager avec bienveillance, enfin, c'est quelque chose de génial. Je rebondis juste Oui, pour les gens qui veulent connaître un peu mieux le travail de Léo, dont tu parlais justement sur la désolidarisation. On a fait une interview où il parle vraiment de ça. Donc je vous mets le lien juste là-haut. Normalement, c'est ce côté. Je me suis pas trompé cette fois. Et on a fait un article sur. On a fait 2 stages avec lui. Donc on a fait 2 articles. On vous les mettra en lien dessous. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre ressenti voilà, de son travail. puis après, tu vois, quand tu as une bougie qui est éteinte Hmm. et que tu l'allumes avec une bougie qui est allumée, celle qui a allumé l'autre, elle brille pas 2 fois moins. Les deux brillent de la même façon. Ah, c'est très beau. J'aime beaucoup. C'est ça la transmission, Mais oui, mais bien sûr. Bien bien sûr que sûr. c'est ça. Faut pas essayer de rester au-dessus de ses élèves. Enfin, je suis pas non plus à dire il faut à tout prix que mes élèves me rattrapent, mais quand je donne à 100%, et je pense que c'est le mieux pour qu'ils puissent progresser et que je puisse progresser aussi, parce qu'en donnant à 100%, ça me fait étudier plus en profondeur tout ce que je leur dis. Ouais, et puis élever quelqu'un, c'est le prendre là et le mettre là-haut. Mm. C'est ça, élever. Je crois que le mot anglais pour ascenseur, c'est elevator, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, voilà, si on revient au sens des mots, normalement, ça doit bien fonctionner. C'est ça. Est-ce qu'il y a un exercice que tu aurais avoir fait plus souvent dans les dojos? Ouais, rester cool. C'est-à-dire? Eh ben, ne pas être plus japonais que les japonais. Hein. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de partir au Japon, tout ça. Et c'est vrai que les gens qui arrivent après le boulot ou qui prennent l'entraînement en route, Mm. eh bien, franchement, ils se prennent pas la tête, hein. Après, on était dans une école de jiu-jitsu aussi. Je sais pas si dans les autres écoles c'est comme ça, mais la personne, elle vient, elle dégrafe la cravate, elle enlève ses chaussures, elle pose la veste et puis elle s'entraîne avec la chemise de travail et le pantalon de travail. Il vient terminer sa séance comme ça. Et franchement, ça choque personne, quoi. Ouais. Bah, Il faut pas ça. non plus être plus royaliste que le roi, mais je pense qu'un exercice qui doit justement être fait dans les dojos, c'est justement un exercice qui consiste à ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est-à-dire? Tu vois, des constantes. Je crois que Léo en parlait aussi un petit peu hier. Les gens, ils font toujours la même chose. Mm. Et donc ça rassure. Mais en fait, les arts martiaux, c'est pas un dogme. C'est tout le contraire, en fait. Mm. C'est se libérer de toutes les idées préconçues, tout ça. Mais pour ça, il faut expérimenter. Et je pense que dans les dojos, il faut que les gens, ils expérimentent, quoi. Même s'il y a un truc, a priori, c'est Bruce Lee qui disait ça dans son livre, Le Tao du Jeet Kune Do. Il disait, ne prenez pas tout ce que je dis comme parole d'évangile. Il faut l'essayer. Il faut pas non plus avoir d'a priori, mais il faut l'essayer, il faut le goûter, il faut le tester, il faut surtout le mettre en application. Ouais, je crois que c'est ça, c'est important, Mm. appliquer les techniques. Parce que quand on prend par exemple les techniques du Kyon en Nyon Taijitsu, c'est fait pour apprendre, mais jamais en combat ou en application, elles s'appliqueront comme ça. Il y a toujours un avant la technique, il y a un pendant la technique, et il y a un après la technique, alors que le Kyon, il se concentre sur la technique. Et une fois que je l'ai essayé, que je l'ai testé, que je l'ai approuvé, ben, soit ça me convient, soit ça me convient pas. Et il y a seulement à partir de ce moment-là que je peux dire que je le laisse de côté parce que finalement, ça m'apporte rien. Mais il faut vraiment tester. Alors après, pareil, le Kyun, il faut le faire en avançant, il faut le faire en reculant, il faut le faire en étant perturbé par un adversaire qui vient vous tirer la ceinture systématiquement pendant que vous êtes en train de le faire. Il faut le faire avec un pied sur un ballon et un pied par terre. Mm. Il faut le faire avec un adversaire qui te pousse ou qui te tire justement pour gérer tout le temps cette incertitude motrice. Et ça, c'est vachement important parce qu'après, le cerveau, il va prendre un mode de fonctionnement. Et dès qu'il arrive sur quelque chose qui est pas, entre guillemets, comme d'habitude, il va pouvoir boucler sur une solution qu'il aura déjà vue. Mm. Ouais, Et j'aime c'est beaucoup. ça, Ouais, c'est- c'est, voilà. Et donc, ne pas faire tout le temps la même chose. Ne pas s'ancrer, parce qu'après, c'est vrai, hein, quand on fait, je sais pas moi, gauche-droite super fort dans le vide et tout, on a l'impression qu'on est bon, mais il faut faire super gaffe, quoi. Mhm.
bien sûr. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que la distance elle est bonne? Est-ce que l'adversaire il va réagir à ça comme on pense qu'il réagit? Et de nouveau, on remet en route cette fluidité physique, mentale et technique qui, enfin, c'est tout le temps la même chose, quoi. Oui, c'est ça, en boucle. La boucle se boucle petit à Mais petit oui, dans cette interview. ouais, mais après, ça devient un mode de fonctionnement, si tu veux. C'est Mm, comme quand on était des petits kikis et qu'on apprenait à écrire. T'as la maîtresse, je sais pas, t'as dû faire ça, elle nous faisait des mm, boucles dans un sens. mm, Ensuite, elle nous faisait des boucles dans l'autre sens. Après, elle nous faisait faire des ronds qui étaient accrochés. Après, elle nous faisait faire des vagues. Après, elle nous faisait mm, faire des i qu'on enchaînait. Et puis finalement, ça devient, l'écriture, elle se fabrique en travaillant ça. mm. Après, les arts martiaux, c'est pareil. C'est, voilà, il faut faire ses gammes, il faut tout lier, il faut donner du sens. Hein. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, donner du sens tout le temps, tout le temps. Mm. Si, Bien si, sûr. si je dis, ça m'arrive de dire même sans cours de maths à des terminales, si je dis j'ai rencontré une bombasse à l'île Maurice, c'est pas la même chose que si je dis j'ai rencontré une bombasse chez Maurice à Lille. Mm. Et c'est Et ça. pourtant, j'emploie les mêmes mots, ils sont pas dans le même sens, mais ça n'a pas le même sens. Mm, Alors je le dis sous la forme d'une boutade, mais les mômes après ils comprennent ce qu'on veut dire. Et je pense qu'avec les élèves, c'est pareil. Il faut vraiment donner du sens. C'est-à-dire que si à un moment j'envoie le poing vers l'avant et que j'ai un transfert du poids et que mon poids il passe sur la jambe avant, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça implique chez mon adversaire? Qu'est-ce qu'il reçoit comme message? Dans quelle posture est-ce que ça me met moi? Et donc il mm. faut vraiment donner du sens. Parce que sinon, il faut s'arrêter de pratiquer les arts martiaux, quoi. Oui, Si bien c'est sûr. pour faire des gestes dans le vide, on peut aller faire autre chose. Hein. Souvent, les gens disent il faut aller faire de la danse, mais je suis pas d'accord parce que derrière la danse, il y a du sens aussi. Donc, les mecs, ils font la même chose que nous. Euh, voilà quoi. Mhm. Non, bien sûr. J'aime beaucoup de ces conseils. C'est justement Jacques Tapol qu'on a pu interviewer qui nous disait exactement la même chose. Il faut arrêter d'être plus japonais que les japonais. Mais oui. C'est, voilà, ce message restait cool. Merci, Et, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, ben, appliquer, hein, toujours appliquer les conseils. Sinon, ça sert à rien. oui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on va rester humble, quoi. On peut pas se targuer de capacités qu'on n'a pas. Donc, il faut repartir Mm. tranquillement, les construire au fur et à mesure. On aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que nous, plus rapide, plus puissant, meilleur en combat, tout ça. Et je pense que c'est important, c'est la victoire sur soi, tu vois, un petit peu Mm. chaque jour, comme une fourmi qui transporte des feuilles ou des coquilles de quelque chose qui sont plus lourds qu'elle. Et bien, Mm. en fait, elle avance au fur et à mesure, puis finalement, on finit par faire le taf, quoi. C'est ça, tout à Ouais, fait. je pense que c'est ça le dos dans les arts martiaux, le fameux idéogramme là du chemin qu'on parcourt et on n'arrivera certainement jamais à la perfection, mais au moins y tendre. Oui, travailler sans relâche. Euh, bon, par contre, je me permets, tu me dis ce que tu en penses. Enfin, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Tu disais ne pas hésiter à changer, mais je pense qu'il ne faut pas que les gens le perçoivent mal. Il faut aussi de la constance dans ce qu'on étudie. C'est-à-dire que avant de vouloir évoluer, il faut aussi enfin, acquérir une certaine technique avant de vouloir s'en affranchir. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors après, je pense que d'abord, la première phase, c'est l'imitation Mm, d'un geste qui a réussi par quelqu'un qui est compétent pour le faire. Parce que je pense quand on est débutant, la forme de corps à laquelle on assiste en premier, c'est celle de son prof. mhm, bien sûr. Ensuite, tu l'as construit au fur et à mesure. Mais je pense qu'il ne faut pas aller voir ailleurs avant d'être, à mon avis, je sais pas, premier ou deuxième dame. Parce Mm, qu'il faut déjà construire ses fondations, il faut déjà construire ses fondations comme il faut. mhm, Et tout à ça, je fait. pense que c'est important. Et après, il y a un des 20 Niju Karate Kyokun qui dit il faut prendre du vieux et faire avec du neuf. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi. Mm, Parce que c'est vrai, quand on regarde l'évolution du jiu-jitsu traditionnel, je pense qu'aujourd'hui, sur le fond, ça a été conservé pareil, mais pas sur la forme. Parce mm, que le contexte dans lequel on vit, c'est plus le même que celui d'il y a 2 siècles. Quand il y avait des dojos yabouli, que les mecs qui venaient pour tester les enseignants, pour savoir si ça marchait, je pense que ça devait fracasser comme il faut, quoi. Hein. mm, Et bien du sûr. coup, c'est entre autres pour ça que le maître Kano, il a fabriqué les brises-chutes et les ukemi, parce qu'avant, ça n'existait pas. Donc les types, ils se projetaient à la bas comme je te pousse, et le mec, il arrivait un peu comme ça arrivait, quoi. Et Ouais. du coup, il faut mettre au point des éducatifs. Donc, tu vois, le judo aussi, il a changé, le karaté-do, il a changé. Et donc, on pratique plus aujourd'hui comme on pratiquait il y a 200 ans. Mm. Mais ça ne veut pas dire que les gens font n'importe quoi. Mais, Et ça ne veut pas dire qu'il y a 200 ans, c'était mieux. ouais, et puis on est un peu dans le perspectivisme de Nietzsche, si tu veux. C'est-à-dire que Mm, quand tu as un mec qui fait 1m90, qui est avec son gamin qui fait 80 cm et qui voit une statue, il ne la voit pas de la même façon. mm,
bien Si sûr. le papa, il veut le voir comme le petit le voit, il faut que physiquement, il s'abaisse. Et si Mm, le gamin, il veut le voir comme son père, il faut que son papa le porte pour mm. le mettre au même niveau que lui. Et encore, ils en auront qu'un morceau. Donc après, il faut faire le tour de la statue. Il faut la regarder par en dessous, il faut la regarder par au-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, avec euh, toutes les techniques pédagogiques et tout, on enseigne, je pense, mieux qu'il y a 20 ou 30 ans. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on est plus efficace, mais ça veut dire que les outils deviennent vraiment pertinents. Et donc, du coup, on n'enseigne plus le Jiu-Jitsu en 2020 comme on l'enseignait dans les années 40. C'est sûr. Tu vois? Et je pense qu'il faut profiter de ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire du neuf avec du vieux. Ça ne veut pas dire que le Jiu-Jitsu a perdu en efficacité ou qu'il est moins bon. Ça veut dire juste que le regard qu'on porte dessus, il a changé parce qu'en 2020, on le regarde avec des yeux de 2020. Mhm. Tout à Et c'est fait. pour ça que je disais aussi qu'il ne faut pas être plus japonais que les Japonais. Il faut pas refaire du jiu-jitsu comme au XVIe siècle. Ça a pas de sens. Mais par contre, t'as dit une bêtise, hein. On est en 2021 au moment où sort l'interview. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais moins voir fait dans les dojos ou voir carrément supprimé? Non, après je pense que ça c'est de la sensibilité des enseignants, c'est de la responsabilité des enseignants. Il y en a qui sont professionnels de ça, ils vivent de ça. Il y a des gens qui donnent que 2 heures par semaine de cours qui prennent sur le temps personnel et ça je pense que c'est déjà Mm, remarquable. Donc après, moi je dis toujours à mes élèves, je suis responsable de ce que moi je vous enseigne, mm, mais je ne suis absolument pas responsable de ce que vous allez en faire. mm. Ça, c'est sûr. Voilà. Et donc après, c'est sûr que je pense que les gens qui donnent, ils le donnent avec du cœur. Alors après, je pense que tout est bon. Il n'y a rien qui est critiquable en fait. Maintenant, il est de la responsabilité d'un enseignant de rester à jour dans ses connaissances, de rester à jour dans sa pratique, même si c'est pas facile, quoi. Mm, c'est sûr. Surtout quand, Ouais. comme tu disais, comme toi, ou comme moi, hein, quand on a un boulot à côté, bon, ben, faut avoir la curiosité, l'envie, l'énergie. Ouais. Et puis il y en a certains qui, parfois, ben, abandonnent cette mise à jour. Alors, quand c'est des mises à jour techniques, à la limite, c'est pas grave. Le problème, c'est que ça arrive qu'il y en ait qui ne se mettent pas à jour sur des problèmes physiques. Par exemple, sur la souplesse, énormément, il y a eu des soucis. Euh, donc voilà, c'était. Mais je comprends tout à fait ta réponse, je te rejoins, hein. Oui, oui, oui. Puis après, les gens, ils donnent avec le cœur. Donc à partir du moment où l'intention est liée, Oui, ça peut pas être critiquable. c'est ça, On tout peut à fait. pas. On Oui, peut bien pas. sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir plus jeune? Un conseil que j'aurais aimé recevoir plus jeune. Ouais, ouais, j'aurais aimé que José me dise sois rond tout de suite. J'aurais gagné beaucoup de temps. Tu penses que si on t'avait dit d'être plus rond de suite, ça t'aurait parlé plus, Non, toi? non, non, je plaisante à moitié, mais c'est-à-dire que déjà, il faut commencer par faire avec le corps qu'on a. Mhm, C'est-à-dire, il n'est pas encore éduqué. mhm, Donc forcément, tu ne reproduis que ce que tu vois. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu reproduis est juste. mhm. Je sais pas, tu vois? Ah ben, bien sûr, quand on montre un mouvement, et puis même moi le premier, quand on me montre un mouvement, après tous les élèves font différemment parce qu'on ne le perçoit pas tous de la même façon, comme tu disais tout à Ouais, l'heure. voilà, c'est ça. Et donc après, c'est vrai qu'il faut le calibrer, tout ça. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Ernest assez tôt dans ma pratique des arts martiaux. J'ai rencontré tout début des années 90, ça va bientôt faire 30 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un modèle. J'ai eu la chance Mhm, d'avoir Sensei comme modèle. Alors après, attention, hein, je suis pas en train de lui cirer les pompes, de le mettre sur un piédestal en disant c'est le meilleur, c'est le plus beau, tout ça. Non, 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 c'est quelqu'un qui a une philosophie qui me convient tout à fait. La preuve, hein, ça convient pas à tout le monde, parce qu'il y a 67 millions de personnes en France, ils font pas tous du Niantai. Donc il faut aussi proportion garder, tout ça, voilà. Et moi, mais, moi, ce qui me racontait, ce qui me montrait, ça convenait exactement à ma personnalité, à ce que je voulais faire, etc., etc. Et donc j'ai eu la chance j'étais ceinture bleue, c'est quand même pas mal d'avoir un sensei à qui tu prends des techniques presque tout de suite dans le début de ton apprentissage, quoi. Je mhm, devais avoir 3 ans derrière moi de Nyontai, donc je pense que les bons conseils, je les ai eus assez rapidement, quoi. ouais, ouais, c'est bien. C'est ouais, très belle parole, et puis je te rejoins, c'est vrai que le sensei a tellement d'importance, l'enseignant, peu importe la discipline, a tellement d'importance dans ce qu'on étudie que c'est même plus important Ouais, que ce qu'on étudie en fait, j'ai l'impression, enfin pour moi. Et après, si ça m'a coûté quand même pas mal d'argent, ça m'a coûté pas mal de temps, ça m'a coûté énormément d'énergie, mais il faut pas avoir peur d'aller bosser avec des gens qui sont des références, quoi. Mhm, ouais, Parce c'est sûr. que
eux, ils ont fait le chemin avant et ils peuvent dire, ah ben ouais, bah, tu vois, moi aussi, j'étais là un moment, j'étais bloqué, je savais pas trop comment m'en sortir. Et ben, si, essaye ça. Moi, ça a fonctionné. Ça veut pas dire que ça marchera, mais au moins, tu as une piste de travail pour Mm. avancer. Oui, c'est des raccourcis. Après, ça peut donner un raccourci et accélérer, booster ou même ouvrir de nouvelles opportunités. Donc c'est vrai que c'est dommage de passer à côté. C'est ça le truc. C'est en fait, je pense aussi pour avancer dans la fluidité, il y a trois, je pense qu'il y a trois étapes. La première, c'est la différenciation. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, si je prends a priori tai chi et karaté, ça n'a rien à voir. Mm. Donc, je fais la différence entre les deux styles. Mm. Je travaille mon karaté, je travaille mon tai chi chuan. Le deuxième temps, c'est le temps de l'appropriation. Mm. Je m'approprie les deux pôles qui, a priori, sont complètement opposés. Et le troisième temps, c'est le temps de l'émergence. Mm. Et ça te donne donc le karaté de Paulo Bolafio, par exemple. D'accord. Ça Je te connais. donne ça te donne le Nyon Taijutsu de Maître Mm. Hanez. Maître Hanez, c'est un des rares, je me demande si c'est pas le seul en France, à être diplômé d'état deuxième degré en karaté, en aiki et en judo, et dans les disciplines qui sont le jujitsu. Donc, c'est-à-dire que lui, il avait la vision d'arts martiaux, il avait au moins 4 angles différents. Mm. Et ensuite, il a commencé à compiler son Nyontai. Et ensuite, il a fait venir Hiroshi à Osaka, qui est 9e dan de Shoriji Kempo, chez lui pendant 3 ans. Parce qu'en fait, Maître Hanez avait été à Tadotsu, au Japon, dans le Hombu Dojo du Shoriji Kempo, où il y avait encore Sodoshin qui donnait ses cours. Et donc, il a pu faire cette étape de différenciation Mm. entre le jujitsu, le karaté laiki et le judo qu'il pratiquait. Mm. Et ensuite, il a travaillé avec Sodoshin, donc il s'est approprié le Shorinji Kempo. Mhm. Et ensuite, le fait d'avoir séparé les pôles, d'avoir eu ce temps d'appropriation, il a pu faire émerger le Nyon Taijutsu tel qu'il est maintenant. Mm. Ouais, Tu vois bien sûr. le Mm. processus? Je comprends. Et Ben, Armand Vallée a suivi un peu la même mouvance, a passé ses diplômes en aïkido, en karaté, en judo aussi. Ouais. si tu es éclairé de quelque chose, tu peux prendre des décisions Mm. qui seront éclairées. Bien Il sûr. y a, il y a un proverbe chinois qui dit l'ignorance est la nuit de l'esprit et cette nuit n'a ni lune ni étoile. Et je trouve que c'est génial parce Mm. que si tu prends des décisions dans le noir, tu peux te tromper. Par contre, si on t'éclaire, si on te donne les outils, si tu as plusieurs visions d'un même outil Mm. et que tu sais que tu as plusieurs visions d'un même outil, je pense que c'est plus facile de prendre des décisions en étant conscient de ce qu'on fait. C'est sûr. C'est sûr. Tu vois? Je comprends, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'on fait ces interviews, parce que si on pensait que c'était inutile, on les ferait pas. Oui, 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 oui. Et après, moi, c'est pareil, hein, tout ce que je dis là, ça n'engage que moi, hein. C'est des choses qui ont fonctionné pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour les autres. Et au fur et à mesure aussi, je me suis rendu compte dans mon enseignement en mathématiques et dans ma pratique des arts martiaux, il y a encore quelques temps de ça, enfin, il y a un peu de temps quand même, j'enseignais comme moi j'avais compris. Mais Mhm. ça ne veut pas dire que l'élève, il va comprendre comme moi. Mhm. Donc maintenant, ce que je fais, c'est je donne les outils, je donne les méthodes, je donne les exercices, et c'est l'élève qui se les approprie pour lui, pour qu'il le comprenne comme lui doit le comprendre, et pas comme moi je dois le comprendre. Mhm. Oui, bien sûr. Et ça aussi, si tu veux, ça rend humble. À Mhm. partir du moment où on sait que nous ne sommes pas la matière que nous enseignons, Mhm. je ne suis pas les mathématiques que j'enseigne, Bien sûr. je ne suis pas le Nyon Taijitsu que j'enseigne. Et donc à Non. partir de là, ça te permet de prendre du recul et de vivre bien. C'est de lâcher un peu prise et de se sentir peut-être moins responsable, entre guillemets. Fluidité de l'esprit. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose dans cette interview et que je t'ai pas posée? Non, non, rien de particulier, mais si tu en as une qui vient, je suis prêt à répondre avec… Alors moi, si j'avais une dernière question à te poser, ce serait en fait comment tu fais pour gérer ton emploi du temps et rester motivé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très motivés, par exemple en début d'année, et qui, tu sais, bon, il y a forcément en septembre, tu as les gens qui sont motivés, et arrivé au bout d'un certain temps, ils se calment et ils n'arrivent plus à repartir. Comment tu Ouais. fais toi pour faire tout ce que tu fais? Tu écris pour Yashima, tu fais tes cours de Nihontai, tu t'entraînes personnellement. Quel est ton secret pour réussir à rester aussi motivé? Alors après, je pense que j'ai développé ça au fur et à mesure de ma vie, c'est je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Mhm. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Tu vois, quand les petits, ils étaient petits, à 20 heures, ils étaient au lit pour que je puisse avoir du temps pour moi. Mhm.
Et donc après, de temps en temps, le petit il venait, il disait ouais mais papa, il y a encore de la lumière dans les raies des volets, tout ça, c'est pas l'heure d'aller se coucher. Donc après, il y a des choses qui sont négociables et il y a des choses qui le sont pas. Mais par contre, les mômes, ils ont pris le pli. À 20 heures, ils étaient au pieu. Et après, c'est vrai quand ils étaient en lycée et qu'ils étaient plus grands, ils avaient déjà ils avaient déjà été un peu formatés, ils s'étaient approprié un certain nombre de choses. Donc après, je les laissais gérer. Mais et après, il y a aussi quelque chose que je fais, c'est dans certains trucs, je ne me pose pas de questions. Mm. Par exemple, quand j'ai des copies à corriger tard le soir et que je fais du kickboxing ou que j'ai un entraînement, même si je dois travailler des fois jusqu'à minuit ou minuit et demi, et ben le lendemain, les gamins, ils ont leurs copies qui sont rendues. Mm. Et donc après, tu vois, le matin, tôt avant d'aller au bahut, le téléphone, il sonne et déjà, je passe une séance de méditation, d'étirement avant d'aller travailler. Et ensuite, donc, j'ai mon emploi du temps, etc. Et après, le soir, si j'ai le temps, je vais faire un tour au dojo, mais je fais au moins 3 entraînements par semaine, au moins pour moi, en plus des 2 que je fais en cours. Mm. Et donc, je ne sais pas si tu as vu, hier, j'ai mis une photo où je souffle Mm. un petit peu. Mais parce que ça, c'est dans ma vie maintenant, c'est comme ça. Je ne me pose plus la question de savoir s'il faut le faire ou pas le faire, je le fais. Mhm. Et c'est vrai que ça, le fait d'avoir passé ce cap, de plus se poser la question, pareil, tu gagnes du temps, quoi. Bah, c'est les routines. Tu as mis ta routine en place? Alors après, là, tu vois, j'ai été voir ma maman, je me suis entraîné tous les jours. Mm. Mais le lendemain de Noël, on a bien mangé avec mon frangin et tout. Et le soir, je me suis dit, bah, aujourd'hui, je vais rien faire. Donc, je suis désolé, je vous demande pardon, j'étais faible. Je ne me suis fait qu'un entraînement. Et je me dis, il faut laisser le temps au corps de se reposer aussi et de Mhm. profiter de ces moments en famille, parce que je ne les vois pas souvent. Hein, ils sont à 1132 km du Mm. Pays Basque. Tu traverses la France en entier en diagonale pour aller les voir, tout ça. Et donc, il faut aussi savoir apprécier ces moments. Bien sûr. Parce que je pense que la performance aussi, elle passe par le repos, quoi. Donc, Ça, il n'y a c'est pas de pour ça, secret. ouais, hier, il flottait, il faisait pas beau. J'ai regardé au travers des vitres. Il fallait prendre la voiture, il fallait sortir sous l'eau et tout, mettre le doggy qui était froid, mais c'est pas grave, je l'ai Oui. fait. Par contre, après, voilà, tu es retourné dans ta routine et Ouais, quand la routine est là, t'as pas le choix, entre guillemets, t'as pas de questions à te poser, tu dois y aller. ouais, et après se dire que, moi je me dis que si, tu vois, pour rester à ce niveau-là, ça demande un investissement constant. Mm. C'est-à-dire que si tu veux monter un petit peu, il faut encore plus de temps, et pour rester à ce niveau-là, ben, il faut encore plus de temps. Mais l'idée, c'est de ne pas redescendre, si tu veux. Et ça, il faut que ça soit fait régulièrement. Donc après, quand c'est une habitude de vie que tu as pris l'habitude de faire, voilà. Mais après, si tu veux, c'est un choix. Je Mhm. suis pas au restaurant 3 fois par semaine. Oui. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était à Londres avec les enfants, c'était il y a 3 4 ans. Mm. Je veux dire, comme quand tu diriges des stages, tu peux pas matériellement être partout, quoi. C'est ça. Il y a des Alors choix à après, les faire. mecs qui disent ouais, mais t'as pas de vie. Mais si, j'ai une vie, je rencontre plein de gens, tu vois, je suis en train de partager ces choses avec vous aujourd'hui pendant mes vacances et tout. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai pas besoin de grand chose de plus, si tu veux. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a Lionel aussi qui a fait une vidéo dessus où il parle de la notion des choses qu'on fait dans la vie parce que maintenant, c'est devenu comme ça. Et Mm. la vidéo, elle est très bien faite. C'est-à-dire que tu as mis ça dans ton emploi du temps. Maintenant, ça fait partie de toi. Et tu ne poses plus la question de savoir, toi, le soir, tu te brosses les dents, ben, Mm. parce que c'est comme ça. C'est ça. Et après, Ouais. c'est vrai que ces rituels, ils préparent aussi un certain nombre de choses. Déjà, tu sais que le soir, quand tu te brosses les dents, c'est l'heure d'aller au pieu. Et tu sais que, bon, ben, inconsciemment, le cerveau, il prend le rythme que c'est l'heure d'aller se coucher. C'est Mais ça. après, tu vois, je me disais hier sur ces travails au sac, j'essaie de faire une ou deux variantes sur le rythme. Et Mm. ben, tu vois, j'ai quand même travaillé quelque chose que je faisais pas d'habitude. Et finalement, je me suis dit, ben, tiens, parce que ça a creusé. Donc, je pense que le prochain coup, je vais reprendre des exercices que j'ai fait hier. Et donc, ça va me redonner cette petite motivation qui fait que je vais remettre mon kimono et puis que je vais y aller, quoi. Ouais, tu te donnes aussi l'envie, quelque part, toujours un petit objectif nouveau à travailler ou un petit point. Mais tu vois, pas grand-chose, hein. Mm. Parce que l'idée, tu vois, dans ces habitudes sur la fluidité, là, pour revenir encore sur le machin, c'est de ne pas changer tout son entraînement complètement pour plus savoir qui on est. C'est Mm. de prendre une chose, de la faire, je sais pas, peut-être 5 10 minutes par jour ou Mm. peut-être un quart d'heure ou 20 minutes par séance d'entraînement. C'est se donner cet objectif, un seul, mais s'y tenir Mhm. jusqu'au moment où on commence à voir les résultats arriver. Et ensuite, on essaye un deuxième. C'est ça, c'est comme les gens qui disent ah ben, je fais régime à partir du 1er janvier. Voilà. Et puis les mecs, ça dure un mois, puis après, ils reprennent leurs habitudes.
Il faut mieux faire un rééquilibrage alimentaire avec. Mais oui, c'est-à-dire à un moment, tu te dis, bon, ben, je vais diminuer un peu, je sais pas, je vais dire une connerie, le pain, tu vois, je vais manger un peu moins de pain. Puis finalement, tu as une alimentation avec un peu moins de pain. Puis après, ça veut pas dire qu'il faut plus en manger, parce Hmm. qu'il faut quand même conserver le plaisir de se mettre à table si tu veux. Et après, tu vois, tu règles au fur et à mesure, tu règles. Mais comme on a dit que ça prenait 3 semaines, c'est sûr que c'est long. Et après, il faut encore 3 mois de plus pour Hmm. que ça devienne effectif. Et après, il faut, comme on disait tout à l'heure, 6 mois pour que les choses, elles se fabriquent biologiquement. Donc, non, il faut être patient, il faut être super patient. Mais c'est sûr que c'est un travail de tous les instants, quoi. Et après, franchement, il y a une résolution à prendre le 1er janvier, mais il y a quand même 364 jours et demi autres que le 1er janvier pour fabriquer une autre réalité tous les jours. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Ouais. Très beau message. Merci beaucoup. Franchement, ça, j'aime énormément. Et tu parles de méditation. Tu en as parlé plusieurs fois aussi dans l'interview. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte à ta pratique martiale? Mais disons que ça manque. Et C'est-à-dire? surtout, ça, tu te reconnectes, tu te recentres. Hmm. Tu vois, cette fameuse position de l'arbre là que tout le monde connaît, Mhm. on l'a tous plus ou moins faite. Ben moi, si tu veux, je me suis développé des petits modules et des petites routines pour travailler ça. Et donc, je place mes épaules comme il faut et je sais pas, sur les 10 premières minutes, par exemple, je laisse mon corps aller où la gravitation, elle me dit qu'il doit aller. Mhm. C'est-à-dire, je résiste pas, j'essaie de sentir toutes les tensions, je relâche, etc. Ensuite, j'essaie de travailler une pulsation où je serre et Mhm. une pulsation où j'ouvre. Donc, c'est une espèce de battement de cœur comme ça. Et Mhm. ensuite, le troisième exercice que je fais, c'est faire circuler la petite circulation du point qui s'appelle Barui en haut. Sur l'inspire, tu fais descendre l'énergie jusqu'entre les parties génitales et l'anus Mhm. sur l'inspiration. Et ensuite, sur l'expiration, tu la fais remonter le long du dos et tu fais des cycles comme ça. Et du coup, ça te permet de prendre conscience de soi et d'avoir un regard sur ce qui se passe dedans. Mhm. Parce que aussi les Chinois disent l'immobilité naît du mouvement et le mouvement naît de l'immobilité. C'est-à-dire on est toujours tu sais, sur ces fameux extrêmes dont on Mhm. parlait hier au téléphone. Oui, bien sûr. Tu sais, il faut être fluide, mais il faut être ferme. Il Mhm. faut regarder près, mais il faut regarder loin. Ces trucs, ça me fatiguait. Hein, je comprenais pas. Et maintenant, je comprends mieux. Et en fait, c'est trouver cette voie qui est au milieu. Et puis voilà quoi. Mais c'est Mhm. vrai que rien que sur la posture, ça fabrique une structure. Et Mhm. ensuite, sur l'intention, ça met en route un mouvement interne que tu peux après projeter dans les bras, projeter dans les jambes, etc., etc. quoi. Ok. Ah, super, je te remercie, c'est très intéressant. Ben, je ne Est-ce sais pas que si c'est intéressant, mais c'est mon ça travail en l'est, tout cas. mais c'est intéressant. Merci pour ce temps que tu as pris avec nous. Si vous voulez le Avec remercier, plaisir. partagez son travail, commentez, allez voir ce qu'il fait ailleurs aussi, c'est passionnant. Est-ce que toi, de ton côté, tu as une question que tu aurais voulu me poser? Non, non, parce que je suis aussi ton travail, tout ça, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, je te remercie, Marvin, de pouvoir m'exprimer librement comme ça. Parce que c'est vrai que ces temps de parole et ces temps d'expression, on n'est pas astreint par des publicitaires qui nous disent, ah ben tiens, lui, il faut pas qu'il dise ça, celui-là, faut pas le prendre parce qu'il rentre pas dans le politiquement correct et tout. C'est vrai, hein. Parce Hmm. que quand tu regardes les chaînes télévision aujourd'hui, moi, je regarde plus trop la télé justement à cause de ça, quoi. Ouais, Euh, c'est mais, clair. ouais, mais ce qu'il y a, c'est rester open, travailler, sentir, ne rien lâcher. Même des fois, je vais reprendre un petit truc de Paolo Bolafio. Il disait toujours en stage, quand on est avec lui, le jour où vous en avez ras-le-bol et que vous n'êtes pas motivé et que vous n'avez pas envie de vous entraîner, mais allez-y quand même et dédicacez cet entraînement à quelqu'un que vous aimez. Ah, c'est marrant ça, j'aime beaucoup cette Ouais, façon. ouais, et franchement, je trouve que c'est chouette parce que Hmm. finalement, on revient à ce qu'on disait, tu donnes du sens. Et Hmm. finalement, tu le dédicaces à quelqu'un. Et puis cet acte, il est gratuit. Tu l'as Hmm. fait pour toi, mais finalement, tu as quand même donné. Tu as eu l'intention de donner, même si la personne, elle le reçoit pas forcément, mais tu l'as Hmm. fait parce que, avec un peu d'amour, hein, je pense qu'on peut pas, n'ayons pas peur des mots, quoi. Hein. Oui, bien Et sûr. puis finalement, tu te mets en route. Et puis après, tu prends une douche et tu es content. Et puis finalement, tu en as eu ras-le-bol. Et puis tu as avancé. Et ça, c'est cool, quoi. C'est ça. Et puis c'est les meilleurs entraînements souvent quand on y va et qu'on n'avait pas envie d'y aller. Ouais, 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 c'est vrai, C'est ouais. là où on tire le plus de bénéfices. Enfin, moi, personnellement, je sais que je me force parce que c'est là où je tire le plus de bénéfices. Ouais, c'est important. C'est important parce que même le combat, c'est un challenge aussi. Hmm. Et après, on revient au kiné, c'est où j'y vais ou j'y vais pas. Mais si j'y vais, il faut y aller à fond. Oui, c'est ça. Mais si j'y vais pas, il faut pas y aller à fond. Oui, c'est ça. Si Et voilà. j'y vais pas, je culpabilise pas. Ouais, et entre les deux, il y a rien. C'est ça. C'est Maître Yoda qui disait, n'essaie pas. Ouais. Entre les deux, il y a rien. C'est Fais-le fais-le ou le ou ne fais le. pas, ouais. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On peut pas mettre un demi-coup de poing
on peut pas faire un demi-étranglement. Et c'est pour ça, être entier dans l'action aussi, je pense que ça fait partie de cette fluidité du mouvement. Mm. L'engagement complet, justement, de façon à combler ces temps, d'aller encore une fois du discontinu vers le continu pour avoir quelque chose de rond qui ait du sens. Et voilà quoi. Mm. Tout à fait, mais c'est génial. Eh bien, Richard, merci pour cette interview. Avec grand, grand plaisir, hein. Alors après, je terminerai juste sur une citation de ma fille. Ouais, Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ça veut dire que tout cet entretien, il peut être complètement critiquable, ça me pose pas de problème, mais je ne peux que transmettre que ce que j'ai compris et ce que j'ai passé dans mon corps. Donc voilà, ça aussi, je souhaitais le dire parce que mais merci de l'avoir fait, merci de l'avoir fait ouais, avec... voilà, tu l'as fait, tu as partagé ton point de vue, c'est ce que font tous les experts qu'on a la chance de recevoir. Chacun partage sa vision. Au moment où il l'a, ça ne veut pas dire qu'il aura la même dans un an, qu'il aura la même dans mais six oui, mois. exactement. Peut-être que tu vas faire une rencontre dans 6 mois et que tu vas dire, ah ben, ah, ça m'a ouvert l'esprit sur tel point, peut-être que la fluidité, c'est pas comme ça que je la travaille. Ouais, Eh ouais, c'est bien, ça. Ouais, t'auras plus qu'à me faire un mail et on refera une interview, ça ouais, ouais, t'apprendra. c'est ça. Et puis après, se dire aussi qu'il n'y a rien de faux, Oui, voilà. il n'y a rien de pas juste. Mhm. C'est juste qu'on peut améliorer et avancer. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Donc, si vous voulez retrouver Richard, ben, bien sûr, vous aurez tous les liens, ses réseaux, et puis n'hésitez pas à aller voir ce qu'il peut écrire ailleurs. C'est passionnant. Il a ben, les DVD qu'il a fait avec Lionel aussi. Enfin, voilà, un travail de très grande qualité, une recherche qui est, j'ai envie de dire, totale et qui ne s'arrête jamais, il est inlassable. Donc, voilà, faut aller le soutenir. On vous dit à très vite. Tchou bye!